La révolte des Taiping est la plus grande révolte de l'histoire de l'humanité en termes de victimes. On compte entre 20 et 30 millions de morts. Et c'est justement intéressant de les mettre en rapport avec les guerres de l'opium parce qu'en fait, vu d'Occident, on a tendance à considérer que les grands événements de cette époque, ce sont les deux guerres de l'opium, que ce sont elles qui ont ouvert la Chine, qui ont représenté des événements fondamentaux. Et en réalité, quand on se place du point de vue chinois, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire la menace vitale pour les Qing, pour la dynastie des Qing, c'est absolument pas les guerres de l'opium, qui ne mettent pas du tout en cause la survie de la dynastie, leur véritable péril. C'est cette révolte qui court donc de 1851 à 1864 et qui, elle, est une véritable menace existentielle. Les Chinois sont passés très loin, pas très loin du tout, au contraire, très près de la disparition pure et simple en raison de cette terrible révolte. Alors, pour la raconter de manière pas trop en simplifiant au maximum peut-être, on peut dire que ça part effectivement d'un personnage qui s'appelle Hong Xiuquan, qui est un illuminé, un de ces très nombreux candidats malheureux au système des examens impériaux, qui rate successivement frustrés. Ça, on peut préciser, j'aime toujours beaucoup à rappeler pour les étudiants qui nous écoutent que tout le système français des examens et des concours est entièrement pompé de système chinois où il était en place depuis très longtemps et qui a été ramené essentiellement par les jésuites. Mais donc, sachez que quand vous passez un examen ou un concours, fondamentalement, vous accomplissez un geste qui nous vient directement de l'Empire chinois. Et du coup, comme les étudiants et élèves en France, il y a aussi des recalés qui le vivent plus ou moins bien. Comme en Autriche, dans les écoles d'art aussi, avant la Première Guerre mondiale. Exactement. Et qui le vivent plus ou moins bien. Et ce Hong, il le vit pas bien. Voilà, il fait partie de ces gens extrêmement frustrés. C'était quelqu'un d'assez brillant quand même. Et donc, il est assez instable, disons, pour dire les choses de manière euphémistique. Et donc, il va, dans la province du Guangxi, commencer à rassembler autour de lui des partisans en prêchant donc une doctrine qui est très largement inspirée du christianisme, parce qu'il a été en contact avec des écrits et aussi avec des missionnaires, et qui va commencer à recruter des adeptes. Et quand on va basculer vers les années 1850-51, ce mouvement va prendre un tournant beaucoup plus politique. Ils vont devenir hostiles à la dynastie en place, à la dynastie des Qing, anti-mandchou, donc contre cette ethnie qui dominait la Chine de l'époque, et ils vont déclarer, proclamer en 1851 le royaume céleste de la grande paix, donc Taiping Tiankuo. Et à partir de là, militairement, ils vont devenir très rapidement une force avec laquelle il va falloir compter, même plus que compter, puisque en 1853, ils conquièrent Nankin, qui est une ville extrêmement importante, et ils vont se déverser dans la vallée du Yangtze, qui est le poumon économique du pays. Ils vont même pousser jusqu'à quelques dizaines de kilomètres de Pékin en 1854. Là, ils vont être arrêtés. Mais ce qui est important de voir, c'est qu'ils vont s'installer durablement au cœur du pays, dans les provinces du Bas-Yangtze, et ils vont rester là une dizaine d'années, et il va y avoir une guerre permanente. Ce qu'il faut bien voir avec une autre différence justement avec les guerres de l'opium, c'est que les guerres de l'opium, il n'y a pas beaucoup de morts en fait, c'est quelques dizaines de milliers de morts, c'est un balai diplomatique, de temps en temps quelques affrontements, etc. Alors que là, c'est pas du tout le cas. On a 10 années de combats intenses, incessants, et qui vont donc faire énormément de morts, sans compter les effets collatéraux sur évidemment les populations civiles. La dynastie mandchoue réagit après des premières années particulièrement difficiles où on a l'impression que elle va s'écrouler. On lève des troupes plus efficaces, on réorganise des forces militaires plus efficaces, on demande de l'aide un petit peu aux étrangers en matière d'armement, etc. Et finalement, et aussi bien aidés par le fait que les Taiping vont se diviser en querelles internes, vont s'entretuer à plusieurs reprises, ils vont finalement parvenir, avec énormément de difficultés, avec énormément de victimes, à triompher d'eux en 1864. Mais voilà, 30 millions de morts quand même.